Nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance pour la deuxième partie de l'interview passionnante de Pierre Sabatier. Pierre Sabatier qui est président de l'OREP et président fondateur du cabinet PrimeView. Je vous rappelle à toute fin utile que c'est un enregistrement. L'intervention de Pierre est enregistrée le 11 octobre et sera diffusée le 12 octobre, donc c'est-à-dire le lendemain. Pierre, on va continuer votre interview. Cette fois-ci, on va parler beaucoup plus d'actualité, de l'actualité géopolitique, d'actualité malheureuse géopolitique, puisque les attaques du Hamas contre Israël pourrait-elle, selon vous, déclencher une répétition de ce qui est arrivé à l'économie mondiale dans les années 70, c'est-à-dire une hyperinflation ? Aujourd'hui, en fait, ça traduit surtout le fait que le monde est tendu depuis déjà bien longtemps, et que, vous savez, c'est comme les tectoniques des plaques, hein, vous avez deux plaques qui se montent les unes sur les autres, et puis à un moment donné, ça tient, puis ça rompt, et quand ça rompt, ça fait un volcan. En fait, on est plus dans ce phénomène-là, où finalement les tensions géopolitiques vont, de pas en avant, un pas en arrière, avoir émergé et vont distordre en fait les prix, mais pour nous, momentanément. La réalité, c'est que ça traduit, aujourd'hui, on est essentiellement dans un contexte où la demande est en train de s'affaiblir, et que pourquoi on ne pense pas que l'inflation va revenir comme à l'image des années 70, c'est parce que nous ne sommes plus en 70, nous avons changé nous aussi en tant que population par rapport aux années 70. Et là où je veux en venir, c'est tout simplement que nous sommes face à des populations qui vieillissent, qui consomment en réalité moins que par le passé, d'un point de vue global, et aujourd'hui, l'augmentation en fait, des taux prend le pas sur les problématiques géopolitiques qu'on peut rencontrer. Et j'en veux pour preuve, aussi malheureux soit-elle, cet accident géopolitique, cet horrible accident géopolitique, n'entraîne pas les prix en fait à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça traduit surtout en fait des difficultés à venir dans les économies. Et donc, c'est plutôt la faiblesse de la demande à venir qui l'emporte sur les tensions sur l'offre. Je pense que Et d'ailleurs, on regardera peut-être cette époque de l'histoire, à savoir 2022, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, aujourd'hui, avec le conflit entre le terrorisme, la résurgence du conflit entre Israël et la Palestine, comme un élément qui fait effectivement des pics d'inflation, mais qui à terme ne change pas en réalité le monde dans lequel on vit, à savoir un monde dans lequel la croissance potentielle est en train de décroître. Et ça, c'est un élément important. Il faudrait repasser du temps pour l'expliquer. Dans un monde qui vieillit, est un monde dans lequel en fait la croissance potentielle a tendance à se réduire. Et bien, si la croissance potentielle a tendance à se réduire, et bien par construction, ça veut dire que la demande est moins vivace que par le passé. Et vous savez que le prix n'est pas autre chose que le reflet entre l'offre et la demande. Et donc concrètement, la dynamique sous-jacente d'une demande qui s'affaiblit au-delà même en fait de l'augmentation momentanée des taux, structurellement parlant, les taux de croissance potentielle à horizon 2025-2030 en fait, se réduisent, c'est-à-dire qu'on perd 1 à 2% par rapport à ceux qu'ils étaient, alors 3% par rapport à ce qu'ils étaient dans les années 70, mais même par rapport à ce qu'ils étaient dans les années 2000 ou 2010 en fait. On a une glissade qui n'est pas autre chose que le reflet du vieillissement de nos populations. Il faudrait prendre un peu de temps pour vous l'expliquer. Ouais, parce que, alors, je suis désolé, je vous coupe Pierre, mais vous parlez du rôle des banques centrales. Le rôle des banques centrales, on s'est aussi rendu compte que si elles voulaient accélérer la croissance de l'économie, elles y arrivaient également. Du coup, à force des choses, s'il faut relancer la demande, même si, alors que la demande est vieillissante, la population est vieillissante, que la demande s'est freinée, on peut peut-être éventuellement supposer que les banques centrales puissent booster cette demande. Alors, la demande publique peut compenser une faiblesse structurelle de la demande privée. C'est le schéma japonais. C'est le schéma japonais. Mais je dirais juste un mot. Difficile de faire boire un âne qui n'a pas soif, déjà. Donc, il faut aussi avoir... Et d'ailleurs, c'est presque... L'actualité chinoise illustre bien. À un moment donné, quand vous avez utilisé tous les leviers pour être au top, de la consommation et surtout de l'investissement, notamment avec des banques centrales ou avec une liquidité surabondante qui amène à surinvestir via du surendettement, vous pouvez avoir toujours envie de continuer d'actionner. À un moment donné, les gens n'en veulent plus, parce que ça leur fait prendre un risque de passif. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, le stock de dette devient trop important par rapport à la valeur des actifs qu'on a en réalité en portefeuille dans lesquels on a investi. Donc, premier élément, il est difficile de faire boire un âne qui n'a pas soif. Deuxième élément, on peut suivre le chemin japonais, mais le chemin japonais, quel est-il ? C'est finalement face à une demande privée qui est sous tension structurellement parlant, et bien l'État y répond avec un déficit public entre 5 et 10 points de PIB par an pendant 25 ans. Ok, c'est pourquoi ce qui attend. Oui, mais... Non, ce qui n'est pas ce qui attend. C'est un choix politique. C'est-à-dire qu'assumer du déficit public, c'est un choix politique. Donc, je rappelle, un déficit public, c'est plus de dépenses publiques que de recettes publiques. Donc évidemment, alors c'est une manière, vous savez, d'équilibrer une position de déséquilibre, ou de stabiliser, une position de déséquilibre. Et en physique, c'est facile, vous avez une équation, elle est déséquilibrée. Vous injectez de l'énergie pour
équilibrée. Donc elle est stable, c'est-à-dire que rien ne bouge. C'est l'illusion en fait de l'équilibre. Mais en fait, si à un moment donné vous êtes en situation où vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour l'équilibrer, eh bien la position des équilibres se révèle et on retend en fait vers. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est parce que c'est un peu l'histoire du Japon. On peut faire ça pendant 25 ans, c'est vrai, 5 à 10 points de PIB de déficit public, mais ça amène à passer la dette publique japonaise de 60 points de PIB du pays au début des années 90 à 260% aujourd'hui. 260% de PIB, je parle que de la dette publique. À terme, ça amène en fait à devoir descendre dans la cave pour la Banque centrale japonaise et ne pas avoir d'autre choix que pour financer le déficit public, parce que quand on dépense plus qu'on gagne, concrètement, il faut bien que j'ai l'argent à disposition quelque part. Donc soit c'est l'épargne des Japonais, soit c'est l'épargne des ressortissants que je vais flécher obligatoirement vers des obligations d'État qui rapportent rien pendant longtemps. Ça a été le cas d'ailleurs au Japon jusqu'en 2012. Soit je vais faire appel à l'épargne internationale qui va financer mes fins de mois et mes déficits publics entre 5 et 10 points de PIB pendant éternellement. Au bout d'un moment, les gens n'ont plus envie, donc au niveau international. Soit vous faites quoi? Vous descendez dans la cave, vous imprimez des billets de banque et vous les donnez à l'État pour financer ces déficits publics-là. D'après vous, est-ce que ça c'est soutenable pendant très longtemps? Non, 25 ans, vous nous avez dit. Là, ça fait 25 ans que c'est le cas. Aujourd'hui, le financement n'est quasi qu'un financement banque centrale depuis 2012. Ça fait maintenant 11 ans, donc le bilan de la Banque centrale japonaise a littéralement explosé. À terme, ça fait prendre un risque sur la valeur du billet de banque. Vous savez, un billet de banque, c'est pas autre chose qu'un contrat de confiance entre celui qui le possède et celui qui l'accepte, et contre quoi on va vous donner le repas du midi, par exemple, au restaurant. Un jour, il viendra, puisque les dépenses publiques, c'est des dépenses réelles. Il viendra à un moment donné où le restaurateur ne va pas demander un billet, mais 2 billets, voire 3 billets. Et là, pour le coup, ça s'appelle en gros l'effondrement monétaire associé à la perte de confiance dans le contrat que constitue en réalité le billet de banque. Donc tout ça pour vous dire que ne surestimons pas en fait la capacité d'une banque centrale à aller longtemps contre nature. C'est-à-dire qu'une économie, un potentiel de croissance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce qu'on peut légitimement espérer sans utiliser des leviers artificiels. On peut aller plus loin. L'Espagne des années 2000 est allée plus loin, avec justement une bulle sur la construction, et donc à ce moment-là, elle va plus loin. Le résultat le miracle espagnol était un mirage, parce qu'on ne peut pas, pendant longtemps, aller au-delà de ce qu'on peut donner, tout simplement. Si on le fait, c'est grosso modo, vous avez une grosse... Voilà. Public, du coup, alors la France, c'est 110, 112% de son PIB. Alors on pourrait le faire. Alors, après, attention, le monde n'est plus le même. C'est-à-dire que le Japon l'a fait dans un climat, dans un contexte, quand même, des années 90 jusqu'à 2020, plutôt favorable. Alors aujourd'hui, tous les pays rencontrent un peu les mêmes difficultés. La Chine, donc, on est en train de se rendre compte que son déficit public est gigantesque. Voilà, on ne pourra pas le faire, en fait, évidemment, aussi longtemps que les Japonais. Puis, nous ne sommes pas les Japonais, mais tout ça pour vous dire simplement que ne surestiment pas non plus pendant trop longtemps le pouvoir des banques centrales. Elle ne pourra pas équilibrer l'équation à elle toute seule pendant très longtemps. Mais en tout cas, elle est en train de le faire actuellement. Du coup, par la force des choses, faire un parallèle entre l'inflation des années 70, l'environnement macro-micro des années 70 et celui actuel, ça n'a pas de sens en fait. Pour nous, ça n'a pas de sens. Voilà. Ok, très clair. Merci Pierre. Le 4 octobre dernier, Pierre, vous expliquiez que plus qu'une économie de pénurie, c'est d'abord une économie mondiale faite de tensions géopolitiques qui va caractériser les années à venir. Le 4 octobre. 2 jours plus tard, le Hamas lançait sa terrible attaque sur Israël. Est-ce que, comme Amin Malouf, que je recommande à tout le monde, très bon écrivain, est-ce que vous estimez que l'humanité se met le doigt dans l'œil et qu'elle fait fausse route en croyant qu'elle doit obligatoirement avoir à sa tête une puissance hégémonique? Est-ce que l'échiquier mondial doit se morceler, doit se localiser? Est-ce que le local devient essentiel? Vous en parlez souvent quand vous parlez de la France, de la tendance. Est-ce que le local doit devenir essentiel? Alors, ce que nous savons, c'est que quand on parle en fait d'un monde fait de tension géopolitique, et pas que d'ailleurs, tension sociale, tension politique, tension géopolitique, tension entrepreneuriale, en réalité, ça traduit, c'est la suite de ce qu'on évoquait tout à l'heure, un monde qui devient en fait progressivement un monde qui croît moins vite que par le passé. Si je donne cette image, c'est que grosso modo, collectivement, la taille du gâteau à se partager augmente moins vite qu'avant. Et bien par construction, individuellement, vu que nous voulons, donc individuellement ou nationalement parlant, nous voulons continuer à grandir, et bien dans un climat où la taille du gâteau à se partager n'augmente plus, et bien grandir commence à se faire au détriment des autres. Mais pourtant, c'est le modèle économique d'hier, cette course. Oui, évidemment, mais c'est la nature qui fait que, par construction, si nous fonctionnons encore avec les mêmes logiciels que les années 70, 80, 90, dans lesquels nous étions dans un monde dans lequel la croissance
croissance potentielle était très élevée. C'est-à-dire que par construction, qu'on soit bon ou mauvais, la taille du gâteau à se partager n'arrêtait pas d'augmenter. Là, il n'y a jamais de problème. Il n'y a quasi jamais de problème. Tout simplement parce qu'on a les moyens de les mettre sous le tapis. Parce que lorsque l'un l'emporte, ce n'est pas au détriment de l'autre. Celui qui en profite moins en profite quand même un peu. À partir du moment, et ça c'est vraiment un élément clé, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie, si on fait de la vraie prospective à moyen terme, de s'interroger sur le niveau de croissance potentiel. Voilà, ce qui n'est pas, et ça c'est purement, c'est plus scientifique qu'idéologique. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas en fait dans les débats. Et donc à partir du moment où la taille du gâteau à se partager augmente moins, par construction, les couteaux s'affûtent. Et donc nous rentrons dans un monde dans lequel les couteaux s'affûtent et ça se traduit naturellement par des tensions. Tensions internes et tensions externes. Les tensions géopolitiques que vous évoquez jusqu'à maintenant, elles sont la conséquence de cela. Alors, est-ce qu'il faut une puissance hégémonique ou pas? J'en sais rien. Ce que je constate d'ores et déjà, c'est que depuis déjà 6-7 ans, parce qu'on a tellement, la crise sanitaire a été tellement brutale, puis ensuite la guerre nous a fait oublier de là d'où on vient. On est déjà face à une régionalisation, recontinentalisation des échanges. Ça a déjà débuté depuis le milieu des années 2010. C'est une tendance probablement de fond qui traduit en fait ce monde plus tendu, où la question même des approvisionnements, qui a encore plus gagné en puissance au cours des 4 dernières années, eh bien, devient une question essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une économie qui tourne, il y a les gains qu'on a pu obtenir en délocalisant et en considérant le monde comme un monde plat où on pouvait produire à un endroit, puis ensuite en fait transformer à un autre, puis ensuite consommer à un autre. On se rend compte que tout ça, dans un monde perclus de tension, n'est plus possible, et donc il y a une réorganisation en fait des échanges. Ça, c'est la première chose. Donc on est déjà face à un mouvement de recontinentalisation, et c'est pas demain la veille où ça va s'arrêter. Avec des blocs qui sont clairs, l'Asie d'un côté, autour de la Chine, de l'autre côté les États-Unis, et puis l'Europe. Voilà. Alors l'Europe, justement, mais l'Europe c'est passionnant parce que l'Europe n'est pas une puissance. Il n'y a pas. Si on considère l'Europe comme une région, il n'y a pas de puissance hégémonique en Europe. Du coup, est-ce que le modèle européen, c'est pas le modèle de demain? Traduisez-moi le modèle européen. C'est une agrégation d'États sans une puissance hégémonique. Alors peut-être, je répondrai pas à ça. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'Europe est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire que pour l'instant, elle compte plus les points entre d'un côté le bloc chinois, de l'autre côté le bloc américain qu'autre chose. Voilà. Et donc aujourd'hui, elle penche plus du côté américain. Oui, je veux dire, mais elle est un peu perdue. C'est-à-dire qu'elle est souvent victime. Elle est plus suiveuse et souvent victime de cette puissance. Alors là, je parle essentiellement économique entre ces deux grands blocs qui se consolident et qui s'organisent aussi. Et donc ça, c'est assez fondamental. Tout ça pour dire tout de même que ces tensions-là perdureront tant qu'on n'aura pas finalement fait le deuil des modèles d'organisation qu'on a conçus il y a 40 ou 50 ans. Tant que idéologiquement parlant, en fait, on n'est pas compris que sans jugement de valeur, c'est-à-dire que ce qu'on avait conçu à l'époque était parfaitement adapté à ce que nous étions à l'époque. Mais les populations ont tellement changé aujourd'hui que ces tensions, vous voyez, c'est comme l'inadéquation d'un modèle d'organisation conçu il y a 40 ou 50 ans avec ce que nous sommes devenus en tant que population, en termes d'aspiration des populations. Eh bien, tant que vous avez une inadéquation entre les deux, il y a de la tension. Il y a de la tension, il y a du frottement. Et ce frottement se traduit par des tensions. Donc après, il y a deux manières de voir la vie. Soit vous pensez qu'on est capable de rééduquer les populations pour les refaire, pour les rendre adaptées au modèle d'antan, soit vous vous dites en réalité, il faut reconstruire autrement. Reconstruire sur la base de ce que nous sommes devenus en tant qu'aspiration. Et donc là, rentre en ligne de compte, c'est intéressant parce que d'ailleurs, on essaye, on le sent bien arriver, les questions du RSE, les questions qui émergent, eh bien c'est cela, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas pris la mesure de l'écart qui nous sépare, l'obsolescence des modèles d'organisation d'antan, avec ce que nous devons construire est tellement grand qu'aujourd'hui, en gros, ces tentatives-là, elles ne sont pas encore suffisantes pour apaiser le monde. Et donc ces tensions-là, elles sont en réalité la conséquence de l'inadéquation de nos modèles d'organisation qui étaient adaptés à ce que nous étions dans le passé et qui sont progressivement devenus inadaptés à ce que nous devenons. Évidemment, ça ne se fait pas facilement parce que évidemment les leaders d'antan, du monde d'antan, résistent aussi au fait qu'ils changent parce qu'il n'y a aucune assurance que le leader d'antan reste le leader de demain si on redéfinit en fait des modèles d'organisation différents. C'est ce que vous disiez, ce sera ma dernière question, ce que vous avez dit en 2015 lors d'un discours d'une conférence à Nîmes. Vous avez dit que nous étions en mode de transition, dans un modèle de transition, mais qu'elle n'était pas encore réalisée, que deux pistes s'offraient à notre société, au monde, le réformisme ou la rupture, réformisme, transformation douce, rupture, transformation brutale. Du coup, par la force des choses, vous parlez d'inadéquation encore aujourd'hui, c'est-à-dire que cette transition n'est pas faite? Non, clairement pas. Clairement pas. Aujourd'hui, par contre, il y a des prémices. On sent que les populations ont compris. Elles l'expriment pas forcément consciemment, pas forcément de manière organisée, mais et les tensions qu'on vit, en fait, sont des manières de l'exprimer de plus en plus puissantes. Mais c'est pas simple, en fait, de se reconstruire. Ça revient même à s'interroger sur quelles sont les qualités qu'il faut pour se reconstruire, y compris en modèle d'organisation. Là, je parle même de la psychologie de l'entrepreneur ou du politique. Et il faut pas juger les gens. Enfin, il faut pas juger les gens trop sévèrement, parce qu'en réalité, qui formons-nous?
ou que formons-nous? Dans nos écoles de commerce, dans nos écoles d'administration, nous formons des gestionnaires de modèles d'organisation qui étaient conçus et bâtis, donc dont les fondations ont été bâties dans le passé. Donc ce sont avant tout des gestionnaires, des développeurs plus que des créateurs. Et le vrai enjeu aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que, et vous le savez probablement aussi bien que moi, un créateur d'entreprise n'est pas souvent en fait la même personne qui va développer son entreprise, tout simplement parce que ça requiert des qualités qui sont différentes. Et donc la réalité, c'est qu'on est face à ce schisme-là. La reconstruction du modèle, c'est d'abord une révolution intellectuelle de celui qui va ou de ceux qui vont, entre guillemets, la mener à travers en fait les qualités qu'il faut avoir pour rebâtir sur presque une feuille blanche, en remettant le client au centre, le collaborateur au centre et le citoyen au centre. C'est la révolution des 3C que j'évoquais tout à l'heure sur les changements d'aspiration. Eh bien, ces capacités-là, c'est pas ce qu'on forme. Enfin, on forme pas les gens en fait à cela. On forme les gens à gérer et à développer plus qu'à créer. Et c'est probablement là le hiatus entre des gens en responsabilité qui n'ont pas été formés pour ce que réclament en fait les populations qu'ils sont censés représenter. Ok, très clair, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Sabatier d'avoir été avec nous. Vous êtes président de l'OREP, c'est moi qui vous remercie, vous êtes président de l'OREP et président fondateur du cabinet PrimeView. On marque une pause et on se retrouve juste après pour la suite de cette édition du 12 octobre 2023. À tout de suite.